Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 11 de Demon Slayer, qui était vraiment l'épisode final de Demon Slayer de la saison 3. Si tu n'as pas vu cet épisode, eh ben je te mets le lien en description, comme ça tu pourras directement regarder cet épisode, et puis après tu reviendras tranquillement ici pour regarder la review, mais parce que je vais spoiler comme un bâtard. Donc en titre, je mets est-ce que Nezuko va mourir? La mort de Nezuko, point d'interrogation. Donc là, tu peux être très hypé. Maintenant que je t'ai pas spoilé, je t'ai mis l'eau à la bouche. Tout simplement, voilà, j'ai pensé aux gens qui n'auraient pas encore vu cet épisode. Donc, point d'interrogation, est-ce que c'est la mort de Nezuko? Donc maintenant, je vais considérer que tu as vu cet épisode et évidemment qu'elle n'était pas morte. Et évidemment que ma prédiction s'avérait juste quand j'avais dit qu'elle n'était en aucun cas liée à Muzan. Et bien effectivement, elle n'est pas liée à Muzan et il s'agit carrément d'évolution. C'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais prédit déjà depuis le début, que forcément ce serait une évolution en forme démoniaque qui serait capable de résister au soleil. Donc les amis, preuve à l'appui directement dans cet épisode, j'avais raison. Bon, c'était pourtant évident, hein, c'était certain qu'elle n'allait pas mourir, mais voilà. Il semblerait qu'elle soit le remède pour Muzan, mais on va revenir tranquillement par rapport à cet épisode qui a duré 1 heure à peu près, 55 minutes ou 50 minutes, je ne sais plus. Mais comme d'habitude, il faut remercier le studio Ufotable parce qu'ils font toujours du travail incroyable. Là, en termes d'animation, en termes de musique, en termes, de mise en scène, de tout, ils font un travail incroyable. Il faut les remercier. Travail incroyable tout au long de la saison. Et là, ils ont fini en apothéose. Le meilleur de tous les épisodes de la saison 3, hein, évidemment. Donc pour moi, c'est le meilleur, c'est masterclass, incroyable. J'avais prédit que la dernière lune fusionnerait avec les autres lunes, c'était pas le cas, effectivement. Il m'arrive de me tromper aussi, évidemment. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est de lancer des théories comme ça, et puis on verra bien si ça passe ou pas. Mais en tout cas, cet épisode était incroyable, et Ufotable a pu sublimer le manga que je n'ai pas vu, donc je ne savais pas ce qui allait se passer, mais en tout cas, voilà, je le dis parce que tout le monde le dit, mais en réalité, je n'ai pas lu le manga, donc en fait, quand je dis sublimer, j'en sais rien, mais quand tu regardes l'épisode, tu peux que te dire que c'était sublimé, parce que c'était tout simplement d'une telle beauté, d'une telle incroyable animation, enfin tout était nickel, c'était vraiment plongé à l'intérieur de cet univers de Demon Slayer, et t'y crois vraiment à fond, notamment là dans cet épisode, bon je ne vais pas le faire dans l'ordre, mais quand Tanjiro il se met à pleurer par rapport à Nezuko qui commence à être exposé au soleil, franchement j'y ai cru qu'elle allait mourir, je me suis dit non c'est pas possible, et pourtant je le savais, au fond de moi je me disais ah là là c'est sûr qu'elle va revenir, tu vois, mais il y a un petit moment où ça m'a fait un peu douter, où je me suis dit le jeu d'acteur qu'est-ce qu'il est bon, quand Tanjiro il se met à pleurer, quand il est dans tous ses états, quand il se dit non ma soeur, et t'as les petits flashbacks comme ça où tu te remémores de tous ces passages avec Nezuko et tous ces moments de sacrifice que Tanjiro fait pour Nezuko, pour essayer de la sauver, pour essayer de la maintenir en vie, pour essayer de trouver un remède, tous ces efforts qu'il a fait, et tout même son activité de pourfendeur de démons, tous ces liens qui ont été créés avec Nezuko, qui a participé à toutes ces batailles, tu sentais vraiment qu'ils formaient un duo vraiment inséparable, et en plus tu sentais que les deux étaient les principaux moteurs de cette histoire finalement. Ça ne pouvait pas se terminer comme ça. Ça ne pouvait pas se terminer sur quelqu'un qui meurt alors qu'il reste encore plusieurs méchants, hein, disons les termes. Il reste la 3e lune, la 2e lune, la 1re lune, il reste Muzan, voilà, il reste encore des histoires à raconter, donc tu ne peux pas laisser Nezuko mourir comme ça, évidemment. Donc là, je pense qu'elle a évolué et je pense même qu'elle serait capable encore d'évoluer. Mais la question qui serait bien de se poser, c'est pourquoi est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que c'est parce qu'à la base, ils sont de la génétique du clan du soleil? Et que finalement, si tu es du clan du soleil, tu es capable de résister au soleil? Ou est-ce que c'est lié tout simplement au temps? Parce qu'au bout d'un moment, avec le temps, les humains sont amenés à évoluer. C'est la sélection naturelle. Certes, il y a beaucoup d'humains qui finissent par mourir, mais au bout d'un moment, tu as forcément un dans le tas qui commence à évoluer. Évidemment, ça se passe toujours comme ça, mais au péril de nombreux sacrifices. Et on voit déjà que dans ce monde de démons, finalement, tu as beaucoup de sacrifices humains, tu as aussi également beaucoup de démons qui meurent, donc forcément dans l'eau, il y a forcément des gens qui seront amenés à évoluer. Et je pense que Nezuko serait amené à évoluer, et même je pense que dans l'avenir, comme je n'ai pas vu la suite,
Muzan va finir par réussir à évoluer. Il va réussir à obtenir du sang de Nezuko. Évidemment, il va pas la buter, il va pas la bouffer, mais il va récupérer une petite partie, je pense, de son sang ou quelque chose comme ça, et il va finir par trouver un remède. C'est là que tu auras vraiment un big boss qui va montrer sa supériorité. Désormais, il va devenir parfait, et là, il y aura un grand affrontement contre lui. Mais bon, prédiction, en réalité, je n'en sais rien. D'ailleurs, là, je me suis trompé. J'avais dit que finalement, cette lune allait se refusionner pour faire une entité exceptionnelle. Ben non. Au début, tu as le petit nain qui commence à courir, qui commence à s'enfuir. Et là, j'ai trouvé déjà ça assez impressionnant de voir Tanjiro qui était en difficulté. Et à chaque fois, ces petites phases, ils arrivent à te le faire durer et à te plonger dans les émotions que ressent Tanjiro. Quand il court au ralenti et qu'il dit non, je m'épuise alors que tous les autres continuent et que après il faut que je me focalise sur mes jambes. Puis je me rappelle de mon ami qui m'a dit que pour le souffle de l'éclair, ça se passe comme ça. Donc je fais comme ça. Franchement, ils le font super bien, ils te le racontent super bien, t'es vraiment pris dedans. En plus, le fait que ce soit en slow motion, c'est-à-dire au ralenti, bah, ça te plonge encore plus dans Tanjiro en lui-même, dans les émotions qu'il ressent, parce que tu ressens en même temps le désespoir du fait que l'ennemi commence à s'enfuir et qu'il commence à vraiment pouvoir s'échapper. Et finalement, tu te dis, waouh, le résultat est incroyable. Quand il te sort, moi je trouve que ce souffle-là, il est vraiment très impressionnant. Le premier souffle de l'éclair, fou, comment il commence à partir plus vite que les autres. Tu fais waouh. Oh là là, c'est incroyable. Là, je me dis aussi que Tanjiro est amené à maîtriser tous les souffles et c'est pour ça qu'il a une lame noire. Prédiction évidemment. Parce que tu vois, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui demande à ce que sa lame soit de telle couleur ou telle couleur, c'est par rapport à l'élément dans lequel il a plus d'affinité. Mais tu vois que la lame noire, on ne connaît pas sa spécificité encore. Je pense qu'il y aura un délire comme quoi il est capable d'utiliser tous les éléments et que même à la fin, pour faire le soleil, ou je raconte peut-être une connerie, hein, voilà, c'est parti, il serait capable de fusionner tous les éléments pour en faire un élément ultime, celui du soleil ou je ne sais quoi, et avec ça, il peut tout découper. Mais on voit déjà que Tanjiro a des difficultés avec son sabre de base à couper cette lune. Parce que ça c'est un truc qui m'a énormément surpris aussi. C'est quand il arrivait vers le petit nain et qu'il arrive au contact pour le couper, je me suis dit, ah c'est bon, il va le couper après son souffle de l'éclair et puis paf, il enchaîne avec le souffle du feu. Bah non en fait, tu vois que le nain, il reprend une grande apparence et il commence à se saisir de Tanjiro. J'ai fait, oh non. Alors que Tanjiro, il est là avec son épée, il fait, ah ça veut pas se couper et tout. Tu te dis, oh là là, cette lune-là n'est pas une fraude. Cette lune-là est plus forte que les autres lunes qu'on a vues avant. Moi, je la trouve vraiment plus impressionnante que les autres, là. Après, ça dépend des points de vue de chacun. Mais non seulement son corps principal, on va le voir sur la fin, là, a réussi à maîtriser le pilier de l'amour, mais en plus, t'as cet autre nain qui est extrêmement puissant aussi, parce qu'il cache sa véritable apparence, et tu vois même qu'il y a même, en réalité, 2 démons qui sont à l'intérieur. On verra par la suite, évidemment, dans ce que je vais décrire là. Parce que, bon, je sais que peut-être t'as oublié l'épisode, mais c'était des moments incroyables, je trouve. Donc, cette première partie-là, par rapport au petit nain, j'ai bien aimé. Mais bon, après, il y a la suite qui arrive. Il y a quand même cette histoire qui est dévoilée par rapport à ce petit nain, qui était vraiment quelqu'un de lâche, qui faisait vraiment des atrocités en fait. En fait, il s'en prenait aux gens qui étaient aveugles. Déjà, lui, de base, il était faible, mais il s'en est pris à plus faible que lui, au lieu de travailler sur lui-même. Et là, c'est un drame, parce que finalement, quand les autres lui disent, comme Tanjiro, assume tes responsabilités, tu sentais déjà qu'il avait un problème dans sa tête. Et tu semblais que Tanjiro était dans le vrai, parce qu'en fait, en tant que démon, il reproduit les choses qu'il faisait avant, en fait. Et ça, c'est très intéressant parce qu'au final, voilà, c'est pas comme l'autre lune avec ses vases là, on ne sait rien de lui, il s'est fait tuer par le pilier de la brume, dégage, on te décapite, t'es mort. Tu vois, là, celui-là, on a quand même un petit développement, même s'il finit par mourir et à se remémorer de sa vie antérieure et qu'il reproduisait ce qu'il faisait, il regrettait peut-être au final un petit peu. Mais bon, c'est intéressant parce que aussi, t'as, au niveau de son œil, ce qu'il représente, bon, t'avais le chagrin et le remords là, je crois, donc les deux finalement qui se font tuer, mais c'était intéressant aussi d'avoir ce passage où finalement, malgré le fait qu'il soit lâche, il se dit, bon, je suis en difficulté, il me faut des humains à bouffer, tu vois, donc en fait, il reproduit les mêmes crimes qu'il faisait encore avant. Donc en fait, quand il disait des phrases du genre, mais vous êtes des lâches, vous en prenez à moi qui suis lâche et tout, non, tu continues à être lâche qui fait exactement la même chose.
Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est quand il reprend son apparence, finalement tu te rends compte qu'il n'est pas lâche du tout en fait. Enfin, que c'est pas un lâche, enfin c'est un lâche, mais qui n'est pas aussi faible qu'il le prétend. Parce que t'as vu la force qu'il a quand même. Bon, après il se fait quand même découper par tout le monde, hein, parce qu'ils étaient tous dessus. Mais sincèrement, s'il se mettait à fond à s'entraîner et à pouvoir développer ses facultés démoniaques, je pense qu'il aurait été vraiment très fort. Hein. Parce que tu vois, rien que sa force physique, rien que le fait que tu puisses pas le découper, tu te dis, ce mec-là, normalement, il devrait être super balèze. Mais bon, apparemment, c'est l'autre avec les 4 éléments qu'il avait qui s'affronte contre le pilier de l'amour qui est vraiment plus puissant. Tu le vois avec ses tambours, avec son dragon de bois, super balèze. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à ce que le pilier de l'amour se fasse avoir aussi facilement. Je m'attendais à ce que ce soit pas de l'endurance pure pour elle, mais qu'au final, avec les dragons de bois, au final, elles parviennent à découper l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, si tu ne tues pas, le nain qui s'enfuit, l'autre finira toujours par se régénérer. Mais je m'attendais à au moins qu'il se fasse découper au moins une fois pour que montrer la puissance du pilier de l'amour. Mais au final, elle n'a fait que des attaques d'endurance et on n'a pas vu vraiment la puissance qu'elle avait. Bon, enfin, certes, c'est très puissant quand même de résister à ce pilier-là hein, qui fait ses dragons de bois, mais tu vois, j'aurais préféré qu'il y a des phases où allez, je te coupe la tête, ah mince, il se régénère. Bon, je vais regagner du temps et redécouper les machins, m'enfuir, revenir, tout ça. Mais non, c'était que un test d'endurance où je coupais des dragons de bois. Mais passons, parce que c'est finalement pas le plus important qu'il y avait à raconter. C'est par rapport à Tanjiro qui poursuit le petit nain. Et finalement, il y a un dilemme qui arrive pour Tanjiro. Et ce dilemme était très intéressant justement parce que normalement, grâce à son premier... Bon, déjà, il y a le super katana qui lui est remis par l'autre forgeron. Effectivement, tu vois qu'il n'est même pas terminé et qu'il était déjà capable de découper la tête en un coup de l'autre. Donc tu voyais que là, ça y est, Tanjiro, il monte de catégorie, il est capable de maîtriser le souffle de la foudre et en même temps d'alterner directement avec celui du feu. Et du coup, il tranche la tête direct. Mais à ce moment-là, il y a le soleil qui se lève et là, tu as ce fameux dilemme de choisir entre sa sœur qui allait être couverte par le soleil, donc essayer de la couvrir, et finalement de devoir tuer la lune supérieure qui était sur le point de s'en prendre à des innocents, parce qu'il y a 3 innocents qui étaient là, 3 petits forgerons, donc tu dis, quel dilemme assez atroce, est-ce que c'est mieux de sauver ta sœur, que tu connais très bien, et tu sais que voilà, tu as passé des moments incroyables avec elle, tu as d'ailleurs ces flashbacks qui étaient très émouvants et tout, et ton autre choix, bah, finalement, c'est d'aller sauver les trois pauvres innocents qui s'enfuient en plus des gamins par rapport à un gros démon. Et là, c'est très compliqué. Je pense que n'importe qui, comme Tanjiro, aurait fini par bugger. Et je dirais même plus, je pense que la plupart d'entre nous, des gens normaux, disons les termes, quand tu es face à une difficulté comme ça, bah finalement tu te remémores de ton passé, comme il l'a fait avec l'histoire, flashback, tout ça de Nezuko, et finalement tu fais comme lui, t'es avec la personne qui t'est chère, du coup t'as envie de protéger cette personne-là, et je pense que c'est le côté égoïsme, émotion, sentiment par rapport à celui que t'as connu, qui s'est développé au cours du temps, qui prend le dessus. Donc moi ça me paraissait évident qu'il n'allait pas bouger. Donc franchement, à ce moment-là, le studio Ufotable a vraiment fait un travail de fou parce que j'ai vraiment cru que Nezuko allait mourir et surtout j'ai ressenti toutes les émotions de Tanjiro. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Ufotable qu'il faudrait remercier d'ailleurs. Il y a ce travail de l'acteur qui est vraiment dans le... Voilà, il s'y met à fond dans le personnage et tu as vraiment l'impression que lui-même vit la perte de sa sœur. Tu sens vraiment que lui, il est vraiment impliqué dans son rôle. Donc, l'acteur, le seiyuu qui fait Tanjiro, c'est vraiment un travail incroyable qu'il a fait. Finalement, masterclass à tous les points, que ce soit toute l'équipe de Demon Slayer qu'ils ont fait. Donc, il faut vraiment les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait. C'était vraiment incroyable. Mais bref, finalement, Tanjiro qui ne fait pas un seul mouvement, on aurait tous fait pareil. Et d'ailleurs, on le pardonne. Mais d'un autre côté, tu te dis, si tu prends du recul, que si on reste pragmatique, c'est compliqué parce que si tu restes pragmatique, tu peux te dire, peut-être que ta sœur arrivera à s'en sortir toute seule. Hein. Moi, je l'avais déjà dit, l'évolution, tout ça, ça se pressentait déjà de base. Et en plus, tu as 3 autres mecs contre un mec. Si tu es une machine et que tu ne penses pas avec des sentiments ou autre, tu peux te dire, vaut mieux sauver les 3 plutôt qu'une. Surtout que l'une, c'est déjà plus ou moins un démon.
Donc est-ce que tu peux considérer comme humain, tu vois, le délire. Franchement, ce dilemme, très compliqué, hein, mais en fait, c'est par rapport à ton alignement, par rapport à toi, au final. Franchement, tu peux pas rester pragmatique. Tu es obligé de juger par rapport à tes propres sentiments, par rapport à ton aliment, tes sentiments, et forcément, c'est ta sœur. Donc tu peux pas. Moi, je serais du côté de Tanjiro à ce niveau-là. Mais bref, finalement, c'est sa sœur. Parce que quand tu es dans la peau de celui qui va crever, parfois toi-même, tu as dans ta tête quel est le sens de la justice que je voudrais et même de mon éthique. Quel est mon alignement finalement? Et celui de Nezuko, bah forcément. Elle se dit, moi je suis prête à me sacrifier pour sauver les autres. Donc dans ce cas de figure, je tiens à me sacrifier. Donc vas-y Tanjiro, vas-y, va sauver les trois. Ne t'en fais pas pour moi. J'ai fait mon bout de chemin finalement et va faire quelque chose de plus noble. Parce que pour elle, c'est ça. Donc c'est très compliqué en fait. Parce que dans des affaires comme ça, tu as des dilemmes, mais tu as aussi, au-delà de toi, tu as la vie des autres. Tu vois? Donc, et chacun a sa propre conscience et sa perception des choses. Et c'est différent parce que là, quand tu es dans cette position et que tu te mets à la place de Nezuko, bah, tu te dis oui, c'est très égoïste que quelqu'un vienne exprès pour moi alors que j'ai plus ou moins fait mon temps et j'aimerais bien sauver des innocents. Donc, je suis prêt de base à me sacrifier pour eux. Allez-y, quoi. Va sauver les trois au lieu de venir me sauver. Donc, franchement, c'est une question qui se pose vraiment. Qui sauver dans tel cas de figure? Et en réalité, lorsque la situation arrive en réel, c'est impossible de prédire ce que tu vas faire, même malgré toute la préparation que tu aurais faite, parce que tes sentiments humains vont forcément reprendre le dessus, et forcément tu vas agir en fonction du moment. Il y a même des fois où tu peux agir en contradiction avec tes propres valeurs. Et c'est à ce moment-là, finalement, que des fois, tu as même du mal à te supporter toi-même par la suite. Mais c'est impulsif, tu vois. Des fois, c'est impulsif. Enfin, c'est très compliqué, ce genre de situation. Et c'est très bien fait, parce que là, on est vraiment plongé au centre de pensée de Tanjiro. Et tu sens que lui, il est en larmes. Il sait pas quoi faire. Et il s'effondre. Et il dit, finalement, je vais rester auprès de toi. C'est incroyable, c'est très bien fait. Bon, finalement, Nezuko le projette avec son pied, paf, donc là, il est plus ou moins obligé d'aller sauver les trois, et finalement, il y va. Finalement, il va parvenir à tuer l'ennemi en race grâce à son souffle, plutôt son odorat. Grâce à son odorat, il développe, il est capable de ressentir où est vraiment la localisation de son ennemi, et finalement, il va pouvoir enchaîner avec ses doubles souffles et parvenir à le tuer. Et également, il bénéficiera de cette fameuse lame légendaire qui a été reforgée, même si ce n'est qu'à la première étape, et ça en dit long sur la puissance de ce sabre, puisque justement, il n'est pas encore fini, il est déjà plus puissant que tous les autres qu'ils avaient fait auparavant, qu'il avait obtenu auparavant, Tanjiro. Donc là, il arrive carrément à décapiter l'ennemi d'un coup. D'ailleurs, il coupe d'abord le corps, puis ensuite il décapite. C'est impressionnant, c'est très bien fait, c'est très beau. Super moment, slow motion, Ufotable, c'est parfaitement te mettre dans les conditions avec cet effet de flamme comme ça. Impressionnant, incroyable. Merci pour ce travail incroyable. Et finalement, ils arrivent à tuer ce démon qui a fait honneur à son rang, je trouve. Voilà. Et finalement, Tanjiro qui en ressort avec tous les éloges, qui arrive à sauver tout le monde. T'as Nezuko finalement qui revient. Tu sentais déjà que quelqu'un se rapprochait. Moi, j'avais tout de suite su que c'était Nezuko. Faut dire les termes. Parce que j'avais déjà fait les théories de cette évolution. Là, évidemment, je pense que ceux qui n'y pensaient pas, qui n'avaient pas vu mes reviews, pouvaient s'attendre à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui arrive. Et au final, non. Finalement, c'est les joies de Tanjiro, les larmes, de retrouver sa sœur, de se dire incroyable, elle est de retour, tout ce que j'ai fait, c'était utile, et finalement, je n'ai pas perdu ma sœur. Et finalement, c'est lorsque tu te retrouves au bord de la vie de quelqu'un, ou même de la tienne, que tu te rends compte de l'importance de la vie en elle-même, tu vois. Et c'est pour ça qu'après, ils font vraiment larmes. C'est parce qu'ils se rendent compte qu'on a vraiment échappé belle, que la vie est très précieuse, et que finalement, j'ai besoin de serrer ma sœur dans mes bras et de la garder, de la protéger, de continuer ce que je faisais jusqu'à présent, mais peut-être encore plus. Mais bref, plein d'émotions lors de cet épisode. C'était incroyable. Le jeu d'acteur était incroyable.
Mais par rapport à Nezuko aussi, on peut se poser des questions. Parce que lorsqu'elle est devenue démon, elle a perdu sa faculté humaine de pouvoir parler correctement. Là, on dirait qu'elle réapprend à parler. Donc, on est dans une suite logique d'évolution. C'est-à-dire qu'elle était en forme humaine, puis elle a évolué en forme démoniaque, puis elle est encore en train d'évoluer en forme démoniaque qui est capable de parler et qui est plus ou moins hybride avec son côté humain. Et c'est peut-être aussi l'effet du soleil qui a pu retirer la partie plus ou moins démoniaque qui faisait obstruction à son évolution. Donc, et en même temps qui permettait son évolution. Mais c'est très intéressant justement d'un point de vue scénaristique, parce que ça, ce genre de choses, c'est ce que Muzan recherchait depuis toujours. On a son histoire. Et franchement, c'est incroyable aussi de maintenant dévoiler quel est le passé de Muzan. Parce qu'on le voyait en tant que terreur, chef des méchants, qui terrorise tout le monde, qui commence à martyriser les démons et même les humains. Tu vois, il avait du mépris total. Et pourtant, tu ne comprenais pas pourquoi il se mettait dans la peau d'un enfant pour essayer d'aller dans des familles riches et pour pouvoir les pousser dans des recherches scientifiques. On le savait plus ou moins que c'était pour échapper à ce côté soleil qui faisait craindre tous les démons, mais finalement, on obtient quand même des réponses dans le sens où c'était par rapport à un médecin, et antérieurement à ce médecin, c'était une maladie qu'il avait à la base. Et que pour pouvoir sortir de cette maladie, s'en sortir, justement, il a réussi à trouver un médecin qui lui a trouvé une sorte de remède, et finalement, ce remède l'a plus ou moins transformé en démon. Bon, ça, on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est, cette petite fleur bleue qui apparemment est Mélizis, je ne sais plus c'est quoi le nom, mais bref, te conférerait plus ou moins des pouvoirs spéciaux, une force physique surhumaine, et d'ailleurs, en contrepartie, te ferait craindre le soleil, mais par rapport à cette plante médicinale, c'était qu'une première phase expérimentale. Donc en réalité, le médecin aurait pu améliorer ses recherches et en faire un remède total pour l'humanité. T'imagines le délire? Ça aurait été un truc qui aurait pu faire évoluer tout le monde vers ce stade démoniaque humain, capable d'avoir des forces surhumaines, capable de vivre plus longtemps et qui n'aurait même pas peur du soleil si le remède était amélioré. Donc en termes de recherche scientifique, ça aurait été un plus dans l'évolution humaine de cette époque en tout cas. Donc très intéressant, mais voilà, première phase expérimentale qui a plus ou moins raté, et finalement, naissance d'un démon qui finalement pour moi, comment j'interprète, va se faire plus ou moins soudoyer par la puissance, influencé par la force qu'il obtient, et finalement se laisser entraîner par une partie démoniaque, une partie où tu es obligé de manger des humains. C'est ça qui va créer cette ambiance sombre finalement dans l'humanité, qui va faire que toi-même, pour te développer, tu vas développer d'autres démons et faire en sorte que ça se propage, créer cette terreur impressionnante et incroyable qui fait que nous, quand on regarde Demon Slayer, t'as de la nostalgie, t'as de la compassion, t'es triste pour tous les autres qui subissent les actes des démons, et c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir à quel point Muzan a souffert et également comment il en est arrivé là. Mais bon, apparemment, intuitivement, il s'est dit que l'évolution de Nezuko allait lui servir et que si jamais il mangeait Nezuko, il s'approprierait les pouvoirs de Nezuko. Alors qu'en réalité, je sais pas, en termes de science, comment il a fait pour en arriver à ce résultat-là, à cette déduction-là. Mais moi, au vu de ce que j'ai vu dans Demon Slayer, c'est que lorsque Nezuko mettait un peu de sang sur un démon, le démon commençait à s'enflammer et du coup, c'était vraiment son némésis, son sang. Donc en réalité, si Muzan il arrive et qu'il bouffe une partie de Nezuko, intuitivement, moi j'aurais plutôt pensé le contraire. Tu t'appropries pas ses pouvoirs, mais plutôt tu vas te mettre à brûler et tu vas commencer à fondre. Je suis désolé de le dire. Intuitivement, je me dis, ton raisonnement est peut-être un peu biaisé. Par contre, les pourfendeurs de démons ont toute une organisation où ils arrivent à récolter le sang des démons et même là, ils récupèrent le sang de Nezuko et ça aide pour les recherches et tu te rends compte que oui, il y a une évolution par rapport à ça, qu'ils arrivent à faire en sorte que certains transformés en démons redeviennent humains. Donc on a vraiment une évolution scientifique chez les humains et j'espère bien qu'au final, on pourrait résoudre le problème et retransformer Muzan en humain. Parce que autant être gentil, essayons de faire
table rase de toutes ces atrocités qu'il a faites. Parce que je sais en réalité que, bon, c'est un démon, il mérite la mort, il a fait pas mal de meurtres, etc. Mais si tu as un remède au final, autant en faire profiter à tout le monde et même à cette personne. Parce qu'on pourrait se dire, avant son jugement même, que peut-être que c'est l'influence de la plante et le fait qu'il soit un démon qui t'a poussé à bouffer des gens, tu vois. Et que finalement, si tu récupères ce remède et que tu redeviens humain, peut-être qu'à ce moment-là, bah, tu n'auras même plus besoin de tuer. Parce que finalement, c'est ça, hein, quand il tue des gens en tant que démon et qu'il les mange, etc., c'est plus un besoin. Alors que là, s'il reçoit le remède, ce sera vraiment un humain pur et dur. Donc s'il redevient comme avant, je ne pense pas qu'il ait ce besoin de tuer des humains ou même de les manger, puisque tu n'as plus ce besoin en théorie. Mais bref, Nezuko qui a récupéré sa forme humaine, mais pourtant elle a ses yeux démoniaques et ses fameuses dents. Donc tu peux dire que en réalité, peut-être qu'elle-même, elle a eu un power-up. Parce que en réalité, c'est ça aussi par rapport au pourfendeur de démons. Tu vois l'évolution de Tanjiro. Il est capable d'enchaîner maintenant plusieurs souffles. Il est capable d'en faire plusieurs. Eau, feu, éclair. Tu sens même qu'il serait même capable d'en faire fusionner quelques-uns. J'en avais déjà parlé avant. Il faut bien que Nezuko rattrape son niveau. Donc voilà. Par contre, par rapport à Genya, la question se pose. Parce qu'à un moment donné, il y a le sang de Nezuko qui commence à le brûler. Est-ce que Genya est un démon qui fait partie de la communauté de Muzan, c'est-à-dire que son sang ferait partie de celui de Muzan, ou est-ce qu'il ferait partie d'une autre branche d'évolution? Je pense qu'on n'aura jamais la réponse par rapport à Genya, parce qu'en réalité, on s'en tape, mais ça serait intéressant de le développer aussi. Bref, voilà, tout ça pour dire que c'était un très long épisode, mais il était vraiment masterclass. Ufotable a su le sublimer comme d'habitude, même si je n'ai pas lu le manga, donc je dis que c'est une masterclass, voilà, je m'avance sur les faits. Mais bref, j'entends déjà plein de gens sur Twitter le dire, donc c'est parfait, c'est mieux fait, c'est sublimé, voilà, j'en ai rien à cirer. Moi j'ai surkiffé cet épisode, je dois donc remercier Ufotable et même les seiyuu, toute l'équipe qui ont participé à la création de cet épisode. Vraiment très stylé, et forcément maintenant j'attends la suite avec la nouvelle saison. Mais sincèrement, la saison 3, je l'ai trouvé vraiment exceptionnelle, comme toutes les saisons en réalité, hein. Voilà, donc sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.